Bonjour. Alors j'espère que j'ai articulé, parce que j'ai mon ami Michel Azémar de Blaye qui trouve que je n'articule pas. Alors comme il est un peu âgé, je pense que c'est un problème sonoton et qu'il faudrait qu'il le monte un peu. Voilà Michel, les choses étant dites. Avant de commencer, je voulais répondre à une question d'abord. La première, elle vient de Gilles Pariban, qui est le président de Nord-Béarn, qui m'a envoyé un message pour me demander à quoi consistait le critérium du jeune basketteur. Alors certes, Robert Bialet serait beaucoup mieux placé que moi pour en parler, mais l'ayant disputé lorsque j'étais minime, autant que je me souvienne, c'était donc bien sûr des épreuves techniques, d'adresse essentiellement, mais de vitesse aussi. Alors je sais que l'une des choses à faire, c'était le même parcours que font actuellement le mini-basket lors de la fête du mini-basket qui a lieu le 1er mai à la foire exposition de Pau, qui n'aura malheureusement pas lieu cette année, qui consiste à partir du milieu du terrain avec un ballon, de dribbler au milieu de plot, d'aller shooter dessous à droite, à gauche et à mi-distance. Et tout ça chronométré, je sais qu'il y avait cette épreuve. Après, je ne me souviens plus s'il y en avait d'autres, et pour ça, peut-être que Robert saura nous le dire, parce que je sais qu'il garde toutes les archives, lui. Deuxième chose, puisque je parle de Robert Bialet, lui aussi m'a interpellé hier, à juste titre, parce que je vous ai expliqué avec un sourire en coin hier que lors du Jamboree, la danse entrait dans ces activités-là. Alors, j'ai dit que peut-être parce que Gracie Barbara aimait la danse, et peut-être Robert aussi aimait danser. C'est pas du tout ça. Alors, je vais vous lire exactement la réponse que m'a faite Robert hier. Alors, j'ouvre les guillemets, c'est Robert qui parle. Pourquoi la danse dans les activités annexes du Jamboree? Gracie Barbara, lusienne d'origine comme tu l'as dit, adorait la danse et trouvait que cela pouvait aider les basketteurs au niveau des appuis, et ce qui est vrai. D'autre part, la présence d'Arnaud et Bernard Lougaro, qui sont de Gothain, dans l'encadrement, ont permis aussi l'influence des danses souletines, en plus des danses basques. Voilà la réponse de Robert. Donc, ces activités étaient plus sérieuses que je ne pensais. Merci Robert pour ces précisions. Et si tu en as d'autres, il n'y a aucun problème, je suis preneur. Nous démarrons donc par la saison 1983-1984, où je vous ai laissé hier. Beaucoup de choses se sont passées durant cette intersaison, où on apprend le décès au mois de juin 1983 de Gilbert Grégoire, arbitre de la Jeanne d'Arc d'Oloron, et d'Auguste Lassalle, lui aussi de la Jeanne d'Arc d'Oloron, qui en fut un des pionniers avec André Joseph et son père Albert. À Pont-Nord-Est, le président Blot doit gérer un conflit qui ronge son club au niveau de l'équipe masculine. Faut-il ou non envisager d'autres moyens de progression pour l'équipe Fagnon, ou se contenter de former les jeunes? Voilà quelle était la question. La réponse, c'est la formation, qui dure d'ailleurs toujours. Beaucoup de joueurs et de dirigeants de l'époque partent alors pour former un nouveau club à Serre-Castet, qui au départ s'appellera le Serre-Castet Basket Club, et qui deviendra plus tard le Basket Club Louis de Béarn, dont Robert Jaunier fut le premier président. Par contre, la formation va faire un bond extraordinaire à Pont-Nord-Est avec l'arrivée d'éducateurs comme Marlène Châtaignoux, qui était joueuse, Claude Joubert, qui venait de prendre sa retraite de joueur, enfin quelques années avant, Jean Labarthe également, qui était joueur, Jean-Michel Moret, Claude Vigneault, Daniel et Jean-Jacques Laborde, avec qui j'ai eu la chance de jouer à Marca. La nouvelle présidente est Danielle Ganchou, jeune présidente. C'est le début organisé de l'école de basket pour ce club. Pour cette saison, en masculin, l'élan Bernay d'Orthès est toujours en Nationale 1, la Jeanne d'Arc d'Oloron a retrouvé la Nationale 4, et chez les filles, Pont-Nord-Est et Bourbaki sont dans la même poule de Nationale 4. En championnat d'Aquitaine, ce sont 15 équipes du département des Pyrénées-Atlantiques qui sont engagées. Au mois d'octobre, on apprenait le décès de Jean Velez, dirigeant et surtout fondateur de la section basket du Saint-Jean-de-Luz Olympique en 1941, je vous en avais parlé il y a quelques jours. Il eut la chance d'avoir dans son club le premier international en junior du comité des Basses-Pyrénées de l'époque, avec Jean Pally, dont je vous ai parlé également. Mais ce qu'il faut savoir,
c'est qu'après une longue mise en sommeil, il réussit la gageure de faire redémarrer cette section basket en 1978 et qui existe encore de nos jours. Au niveau des chiffres, 59 clubs sont affiliés au comité des Pyrénées-Atlantiques, dont toujours celui de Londres, ce qui représente 2943 licenciés. Au niveau des clubs, le RAS d'Anglet en compte 143, Urquhart 120 et Pont-Nord-Est 116. Cette baisse du club palois s'explique par le départ de nombreux licenciés vers le nouveau club de Serre-Castet. Ce sont aussi 225 équipes engagées dans les divers championnats du comité, auxquelles se rajoutent 4 équipes en championnat de France et les 14 en championnat régional. Le 26 octobre de cette année 1983, début de compétition pour l'élan Bernay Orthès en Coupe Corac par une défaite à l'AEK Athènes 83-77. Ce match fut joué dans une salle exiguë et dans une ambiance de corrida. Malgré leur défaite, il fallut plusieurs minutes aux Béarnais pour pouvoir regagner leur vestiaire à la fin de cette partie. Au match retour, le 2 novembre, l'élan s'imposait 81-61 et se qualifiait pour le tour suivant. Ce fut un match explosif, ce qui était inévitable après le match aller, où Paul Anderson du côté de l'élan Bernay et Tolson du côté d'Athènes furent disqualifiés. Je ne vais pas vous raconter chronologiquement la suite de l'aventure orthésienne en Coupe d'Europe maintenant. J'y reviendrai lorsque j'aurai fini de vous conter l'histoire du comité 64 de cette fin d'année 1983-1984. Le 1er décembre, Freddy Fnagel et Ben Kalikaba apprenaient qu'ils étaient retenus en équipe de France pour le tournoi de Noël qui avait lieu chaque année. Par contre, ils n'y participèrent pas car ils arrivèrent tous deux en retard au rassemblement et furent sanctionnés par la Fédération française de basket. Autre grande date, le 3 décembre, où à la Moutette, l'élan Bernay reçoit Villeurbanne, où vient de signer Alain Laroukis. Lors de la présentation des équipes, celui-ci reçut une ovation monstre avec le public debout et dont les murs de la vieille salle orthésienne ont résonné de longues minutes. Les Béarnais l'emportèrent 104-71. Ce même mois avait lieu l'inauguration de la salle des sports de Mazerolles par le maire Jean-Léon Conderan, qui était aussi joueur au club et qui fut un excellent joueur de rugby au Football Club Oloronais et à la section paloise. Donc Jean-Léon, si tu nous regardes, salut. Le 22 mars 1984, Christian Ortega et Philippe Laperche de l'élan Bernay sont sélectionnés en équipe de France B. À l'issue de cette saison, les filles de Bourbaki vont accéder à la Nationale 3 et celles de Nord-Est vont se maintenir en Nationale 4, tout comme les garçons de la Jeanne d'Arc d'Oloron. Les filles de Mourenx remontent en Nationale 4. Au critérium régional du jeune basketteur, victoire de Karim Garbi de Serre-Castet, il était parti là-bas, et 3e place de Courrèges d'Abos. Lors de l'Assemblée générale du comité, qui s'est tenue le 6 mai 1984 à Hendaye, Pierre Darac du CO Bayonne, Léon Duprat de Blampignon et Georges Dussaspe de Saint-Giron recevaient la médaille de bronze de la Fédération française de basket. C'est lors de cette assemblée générale que l'élan Bernay d'Orthès proposa que toutes les finales des championnats départementaux des jeunes aient lieu le même jour sur un même site. Cette demande fut votée à l'unanimité, moins 3 abstentions, et est toujours en vigueur à l'heure actuelle. Je vais vous parler maintenant de l'événement qui a eu lieu pour notre comité départemental lors de cette saison 1983-1984. C'est la victoire de l'élan Bernay d'Orthès en Coupe Corac. Cette finale eut lieu au stade Pierre de Coubertin à Paris le 15 mars. Plus de 4000 supporters de l'élan Bernay vont envahir la capitale, sans compter les millions de téléspectateurs devant le petit écran. Pour notre petite histoire à nous, mais pour la grande de l'ex-Yougoslavie, Radivoj Korac fut un des meilleurs, si ce n'est le meilleur basketteur européen de cette époque. Venant de Sarajevo, dont il faisait les beaux jours, il fut recruté par le Standard de Liège, l'équipe belge. Malheureusement, le destin brisa une belle carrière. Un accident de voiture aux environs de Sarajevo lors de l'été 1969 stoppa cruellement la vie de ce grand sportif. La Yougoslavie lui fit des funérailles nationales en l'inhumant avec les héros de la patrie.
On a vu tout à l'heure que l'Élan avait débuté sa campagne à Athènes et s'était qualifié grâce à ce fabuleux match retour. Cette qualification va lui offrir la possibilité de jouer des matchs de poule, afin d'essayer de se qualifier pour les demi-finales de cette compétition. Pour cela, les Béarnais, dans une poule on ne peut plus relevée, comprenant les équipes de Varèse, Italie, Zadar, Yougoslavie, puisqu'à l'époque ça s'appelait la Yougoslavie, et Salonique en Grèce. Après de nombreuses péripéties, dont celle survenue à Freddy Hufnagel, qui eut la clavicule cassée à 46 secondes de la fin du match face à Salonique le 11 janvier, c'est au point d'average et lors de la dernière journée, grâce à sa victoire retour sur Salonique 83-78, mais aussi grâce à la victoire de Varèse sur Zadar, que les Orthésiens se qualifiaient. Les Yougoslaves de Zadar sont à égalité de points à la première place avec l'Élan, mais avec un meilleur point d'average général, les Béarnais seront qualifiés pour les demi-finales dans un duel franco-français face à Antibes, qui avait fini premier dans une autre poule. Alors que celui-ci se profile, Frédéric Hufnagel n'est pas encore rétabli. Le match a lieu à Orthès et les Béarnais l'emportent 75-68, soit seulement 7 petits points d'avance qui feront dire à l'emblématique président Pierre Seillant « Je préfère aller à Antibes avec 7 points d'avance qu'à Zadar avec 13 ». Au match retour, à Antibes, en présence de 144 supporters béarnais qui avaient fait le déplacement, à la surprise générale, car le secret avait été bien gardé, Freddy Hufnagel est en tenue et participe à l'échauffement. Il rentrera sur le terrain et apportera son obol au groupe et l'élan s'accroche. Antibes n'arrive pas à les faire plier. Il reste 45 secondes à jouer et les deux formations sont à égalité 69-69. Dans la République des Pyrénées du lendemain, Gérard Bouscarel écrivit « À ce moment-là, l'élan avait ses 2 pieds et 4 orteils à Coubertin. » Certes, Orthès s'inclina 71-69, mais les 7 points du match aller avaient suffi à envoyer ce club de village aller défier les stars de l'Étoile Rouge de Belgrade le 15 mars suivant au stade Pierre de Coubertin de Paris. C'était devenu la folie à Orthès. Tout le monde voulait monter à la capitale. Alors, pourquoi la Fédération européenne choisit-elle Coubertin plutôt que Bercy qui aurait été plus grand ? Peu de gens le savent ou s'en souviennent. Mais cette finale était initialement prévue à Trieste, en Italie. Seulement 1 mois et demi avant cette finale, les organisateurs se sont désistés et la Fédération européenne a été obligée de vite chercher une solution de remplacement. Paris s'est proposé avec Coubertin, car à la même date, le 15 mars, un motocross international avait lieu à Bercy. Le tarif pour assister à cette finale était de 70 francs pour une place en tribune et 30 francs pour les balcons. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Bercy, Bercy c'est des tribunes autour du terrain et un balcon au-dessus. Arrivé la veille de la finale, les Orthésiens avaient visité le Sénat et fait une halte sur les Champs-Élysées en bon touriste moyen qui monte à Paris. Par contre, les supporters montés en train, voitures, bus, avions et tout autre moyen de locomotion mettaient déjà l'ambiance dans la capitale. Certains Parisiens non sportifs, il y en a beaucoup, se demandaient d'où arrivaient ces hommes verts, car depuis l'épopée de Saint-Étienne en football, ils n'en avaient jamais vu d'aussi bruyant. Avant le coup d'envoi de cette finale, Henri Page, bien connu sur la place orthésienne, exécuta son numéro de danse acrobatique, Betsy et Betsaber, sur un air de banda, histoire de chauffer la salle. Quand les joueurs pénétrèrent dans celle-ci, pour l'échauffement, ils pensaient que quelqu'un avait déplacé la moutette à Paris. Coubertin n'était pas noir de monde. Coubertin était vert et rempli jusqu'au centre. La banda faisait péter les décibels et le peu de supporters yougoslaves présents se demandaient où ils étaient tombés. Ils avaient entendu parler de l'histoire d'un village d'irréductibles Gaulois qui possédait une potion magique. Étaient-ce eux, ces espèces de fous furieux qui chantaient et gesticulaient dans tous les sens ? Dès le coup d'envoi, il ne faudra pas être un très grand spécialiste de la grosse balle orange pour se rendre vite compte qu'il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain, celle qui est tout de blanc vêtue ce soir-là. Poussés par les sons de la banda, par les encouragements de ses supporters, les Orthésiens sont sur un nuage. Le coach yougoslave, très connu à l'époque, Ranko Zeravica,
explose, mais il n'arrive pas à se faire entendre ni comprendre par ses joueurs. Complètement à la dérive. Au moment de la mi-temps, l'élan a déjà creusé un break pratiquement impossible à remonter à ce niveau de compétition. Il mène de 15 points, 49 à 34. La seconde mi-temps sera une copie conforme de la première et l'écart continuera de grandir en leur faveur. En fin de rencontre, Georges Fischer, le coach de l'élan Bernais, se permet de lancer ses jeunes, Pascal Laperche, Alain et Didier Gadou, alors que Mathieu Bisseni, en mode Harlem Globetrotters, se met à genoux tout en dribblant devant les Yougoslaves complètement hébétés. C'est finalement sur le score de 97 à 73 que l'élan Bernais d'Orthez remporte la 13e coupe Radivoje Korac, succédant ainsi au palmarès à un certain CSP Limoges, qu'il a gagné lors des 2 précédentes éditions. Le lendemain de la finale, le journal L'Équipe titrait « C'était la fête basketto-béarnaise » et notait dans ses colonnes « Orthez, 11 500 habitants et ils étaient 3 500 à être montés à Paris. Faites le compte, près du tiers de la population. Qui dit mieux ?» Il y eut ensuite le retour triomphant en Béarn, où tout un peuple attendait le retour de ses héros. Seulement, si la finale eut lieu un jeudi soir, les joueurs et le staff prenaient ensuite la direction de Limoges, où les attendait une rencontre de championnat. Ce n'est que plus tard qu'une grande fête fut organisée, avec un défilé dans les rues d'Orthez noires de monde, qu'ils apparurent tels des triomphateurs romains ou des gladiateurs sortant vainqueurs de l'arène, avec en tête de proue Paul Anderson, qui en était un véritable gladiateur. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Confinez-vous bien. Ciao!